Bonjour, ici Caro Perron de Sainte-Adèle au Québec et bienvenue sur ma chaîne Les Histoires d'autrefois. J'ai créé cette chaîne suite à l'achat d'une maison ancestrale habitée il y a des années par le grand écrivain qui était Claude-Henri Grignon. J'ai acheté cette maison à la mi-année 2023. Je connaissais pas vraiment cet homme, sauf le fait qu'il ait écrit les histoires des pays d'en haut, alias Séraphin, un homme et son péché. Je vous invite avec moi à découvrir l'univers de cet homme, ainsi que ma demeure, en même temps que moi, au fil des semaines, tout en vous racontant de petites histoires que l'auteur a lui-même écrites dans les anciens journaux nommés Bulletins des agriculteurs. D'ailleurs, je tiens vraiment aussi à remercier tout le personnel de ce journal qui existe encore et qui collabore avec nous. J'ai lu beaucoup sur le site internet sur le sujet de Claude-Henri Grignon, mais le site qui contient vraiment les détails les plus pertinents sur son parcours intellectuel est vraiment le site www.urudi.org. Pour faire suite à mes émissions précédentes sur le parcours de Claude-Henri Grignon, j'ai lu dernièrement que c'était un catholique qu'on dit à gros grains, un individualiste conservateur ainsi qu'un défenseur acharné des libertés individuelles. Liberté d'expression, de propriété et d'entreprise. C'est avec un zèle qui défend la tradition canadienne-française, le rôle central du clergé catholique comme socle institutionnel et les valeurs du passé. Grignon milite d'une certaine façon pour l'écologie, pensant qu'il ne pouvait y avoir d'épanouissement social et personnel que dans un retour à la nature, c'est-à-dire à la terre. Admettons que M. Grignon avait ses propres pensées et son propre langage pour se faire comprendre. Jusqu'à présent, je n'ai jamais tombé encore sur ces fameux pamphlets de Vendôme où il s'exprimait librement sans contradiction. D'ailleurs, je ne sais pas si on dit pamphlet ou pamphlet. Dans tous les cas, toujours sur le site érudit.org, précisons qu'au lendemain du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, Grignon fut brusquement volte-face depuis l'époque où il lutte contre la politique d'armement d'Ottawa en appuyant publiquement la conscription et la participation canadienne à la guerre, considérant désormais les régimes démocratiques comme un moindre mal devant les dictatures européennes et la menace nazie. Grignon affirme sa détermination à protéger les institutions démocratiques pour préserver ses libertés individuelles. Je dois vous avouer que cela m'a vraiment surpris et même déstabilisé de lire cela sur ce personnage. Le fait qu'il appuyait la conscription et les efforts de guerre du Canada me désole un peu. Mais j'imagine qu'il avait ses raisons pour dire ce type de phrase. Pour lui, la liberté d'expression passait sûrement par la guerre. Pour l'émission d'aujourd'hui, je vais vous lire une petite histoire nommée Clair de Lune, toujours dans le Bulletin des agriculteurs, celui de février 1969, toujours écrit par Claude-Henri Grignon, toujours dans la section Le Père Bougonneux et les Contes de la montagne. Est-ce que vous êtes prêts? Et c'est parti! Le temps est sec, le temps est bleu. Fini les grosses bordées. C'est pas que j'aime pas l'hiver, mais malgré mon vieil âge, j'aime encore à sortir, à me promener. Maintenant que les chemins sont lisses, j'aime ça quand ça craque sous la botte. J'ai pas été surpris non plus un matin de voir retentir mon fameux voisin, le père Mathias. Si vous voulez pas me rendre visite, qu'il m'apostrophe demain, moi, je viens vous voir. Assisez-vous, le père, que je réponds, chargé. J'aime mieux fumer votre tabac que le mien, il dit. Ben, ça me fait plaisir, chargé, répondis-je en tenant ma blague. Je veux pas trop rien dire comme de raison, mais je pense que le père Mathias ménage son tabac. Je veux pas le mortifier. J'y dis pas.
mais il est un petit brin gratteux. Mais c'est un bon voisin. On a commencé à fumer, à jaser des beaux jours d'autrefois. Des mauvais et tout. Car mettez-vous bien dans la tête qu'autrefois, le monde a connu ses malheurs, ses désespoirs, ses misères et ses drames. C'est comme ça qu'on en est venu à parler de Fulbert Cerfeuil, le garçon du tanneur, le père Constantin qui est mort aux alentours de 90. Il y en a qui ont prétendu qu'il s'est empoisonné. Toutes des raconteurs. Le vieux, il est mort de sa belle mort. 90 ans. C'est un âge raisonnable. Il laissa sa femme Mérisa, puis son cher Fulbert, qui continuait le métier de son père. C'était le meilleur garçon du monde. Pas Marieux, par exemple. Un jour, il avoua à sa vieille mère qu'il se mariera pas tant qu'elle vivrait. T'es un bon, fit-elle, en prisant du tabac doux qui était parfumé par-dessus le marché. C'était là le seul luxe de la veuve qui se donnait. On venait de loin pour faire tanner des pots par Fulbert. Plusieurs habitants prétendaient qu'il connaissait mieux que le métier que son père. De plus, il achetait des fourrures. Son meilleur fournisseur, c'était Caboche, un Huron, indien de grande race. Un trappeur passé maître dans l'art difficile de prendre au piège la loutre, le vison, le castor, le pécan, le renard, l'ours, même le loup si fin, si redoutable. Fulbert vendait les fourrures à Montréal avec un profit raisonnable. Louis, il dépensait presque rien. Il fumait pas, il buvait pas. On l'a jamais entendu sacrer. Il travaillait de la barre du jour jusqu'à la grosse noirceur. Le fanal à la tannerie restait allumé jusqu'à minuit. On aurait dit un bateau ancré là pour l'éternité. D'autant plus que la tannerie se trouvait au bord du lac. Un jour, Fulbert se rendit au chac de Caboche. Il cogna. Rien. Il cogna encore. Rien, pas de réponse. Il entra. Quel spectacle, mes pauvres amis. Natashquan, qui veut dire Claire de Lune, se trouva assise près du poêle, tenant dans les mains un papier. Claire de Lune, elle pleurait comme une pauvre Madeleine. De plus, c'est qui se passe, Claire de Lune? L'Indienne répondit pas, elle broyait tout le temps. Fulbert savait plus quoi faire ni quoi dire. Claire de Lune finit par y montrer un papier. C'était marqué dessus, à tout temps moi pu, je reviendrai pas, signé ton père qui t'aimerait toujours. Fulbert finit par savoir que Caboche s'en était allé avec une blanche, un visage pâle de 30 ans plus jeune que lui. Il avait laissé la pauvre Natashquan sans un sou, pis même pas une peau de fourrure à vendre. C'est là que Fulbert, pris de tendresse, pris de tristesse, suppliant Claire de Lune de venir vivre avec lui au village, lui pis Marisa. Il faut dire que cette Huronne de 25 ans, à peine, était aussi belle qu'un Claire de Lune. Dans son dernier quartier, lorsqu'elle est ouverte, tendre et qu'elle éclaire comme en plein jour. Bon, à part de ça, cette Indienne possédait toutes les qualités. C'était une femme de maison, dépareillée, mais travaillante, honnête, vertueuse. Elle a accepté l'offre de Fulbert, mais une condition que Fulbert y a exigée. Fallait qu'elle se convertisse au catholicisme, qu'elle se laisse baptiser, qu'elle soit digne enfin de la foi de Fulbert Cerfeuil, fils de tanneur. Claire de Lune, elle a consenti, ouais. Ils ont ramassé les vieilles arbres, des objets plus ou moins utiles. Fulbert la fit monter dans son berlot pour se rendre au village. Rendu là, la mère Cerfeuil avait entendu parler souvent de Claire de Lune,
Mais lorsqu'elle l'a vu, lorsque surtout elle a entendu parler sa petite voix douce, plus douce qu'un chant d'un ruisseau au printemps, lorsqu'elle fut convaincue que cette descendance de la tribu des Hurons se convertirait au catholicisme, elle l'a acceptée dans sa maison comme sa propre fille. Le jeune tanneur connut pour la première fois de sa vie, peut-être, une joie profonde. Tout allait pour le mieux dans la maison. Claire de Lune voyait à tout, et elle voulait pas que la vieille elle ramasse même qu'à des poussières. Cette vie à trois dura exactement 3 mois. Un matin d'hiver, la vieille Mérisa, elle a resté couchée. Elle était morte dans son sommeil. Ce fut au tour de Fulbert de verser des larmes pendant que Luronne le consolait comme elle pouvait. Vous savez bien comme moi que le jeune tanneur pouvait pas vivre tout seul avec une belle sauvagesse dans la maison. Ça leur aurait été un vrai scandale. Ils ont décidé de se marier, mais un jour que Fulbert faisait de la glace sur un lac à quelques pas de la tannerie, puis en voulant tirer un gros bloc de 300 livres, il a manqué son coup. Le gouffre l'a emporté. Ils ont trouvé son corps rien qu'au printemps suivant. L'indienne, elle a hérité de la tannerie puis de l'argent. Un avoir en tout de 800 piastres. Mais elle se sentait toute seule au monde. Claire de Lune, a décidé de rentrer en religion, puis a tout donné son argent à la communauté, ne cessant que de prier pour son pauvre père Caboche. Eh ben, c'était une autre histoire de Claude-Henri Grignon qui finit mal. On commence à être habitué avec ça. Alors, pour la publicité du jour, aujourd'hui, on parle de poissons. L'étonnante huile d'appât séculaire des gypsies fait mordre le poisson tous les jours. Sinon, il ne vous en coûte rien. L'odeur mystérieuse envoûte le poisson. Les experts en pêche scientifique commencent seulement à en apprendre sur ce qu'ils savent depuis 100 ans. Les gypsies, affamés ou non, tout poisson mort à lapin, aromatisé à l'huile d'appât des gypsies. Les bohémiens ou gypsies ont inventé cette huile odorante remarquable qui affole les poissons de toutes sortes par les millions d'organes olfactifs qui couvrent leur corps. Quand un poisson mord férocement à votre appât, tous les autres se le disputent. D'ordinaire, c'est le plus gros qui l'emporte. Peu importe quel appât vous empoirez l'heure ou menez mouche, verre, même un chiffon, peu importe l'endroit où vous allez pêcher, les lacs, rivières, ruisseaux, étangs, l'océan, peu importe que vous pêchiez à la flotte, à la traîne, au lancer d'ordinaire ou léger, peu importe l'espèce recherchée, il vous suffit de badigeonner sur votre appât un peu d'huile d'appât de gypsy, prête à appliquer, et vous prendrez les poissons plus gros et plus nombreux que tous les autres du groupe. L'huile est efficace tous les jours, à toute heure du jour. Il n'est pas de poisson qui ne résiste à l'huile de gypsy. En saison, évidemment. Dites que nous radotons. Soyez sceptiques, mais permettez-nous de vous envoyer l'huile d'appât des gypsies que vous essayerez à nos risques. N'envoyez pas d'argent. Pêchez à titre d'essai. Demandez par écrit le format double d'huile d'appât des gypsies pour seulement 2,98 ou 2 pour 4,98. Sur réception, envoyez par la disposition votre argent et les frais. Badigeonnez l'huile d'appât à votre prochaine tournée de pêche. Et si vous ne capturez pas tant de poissons et tant de gros que vous en êtes bouleversé, retournez simplement le reste d'huile pour obtenir le remboursement gratis. Commode, pochette imperméable de pêcheur pour allumettes, goûter tabac, etc. Gratuite, vous la garderez même si vous retournez l'huile, c'est notre défi amical. Écrivez-nous.
Fishman produit. Ah ben, godon, je savais pas ça. Maintenant, nous sommes rendus à mon segment Mes Antiquités. Pour aujourd'hui, je vais vous lire un texte de blog que j'ai moi-même écrit sur un vieux toutou qui a été important pour moi et ma petite famille. Vous allez trouver le texte de ce petit blog sur mon site internet Caroline Perron, aucun point, rien. C'est vraiment Caroline Perron, tout ensemble. .com. C'est vraiment simple, carolineperron.com. Vous allez voir là, ma face avec des petits chiens parce que je suis une admiratrice des animaux. J'adore les animaux, je voudrais juste travailler là-dedans. Malheureusement, la vie a fait en sorte que je travaille présentement sur les chantiers de construction. Mais je suis là vraiment pour aider les gars qui travaillent là, sur les chantiers et les filles aussi parce que plus en plus de filles là, sur les chantiers de construction. C'est vraiment plaisant à voir. Alors, dans mon coin blog sur mon site internet, le texte s'appelle « Mémoire de mon enfance ». Quand j'étais enfant, je possédais un ourson en peluche d'une chaîne de magasins qui n'existe plus au Québec de nos jours. Cette mascotte était très populaire à l'époque des grands magasins. Le magasin, cette chaîne-là, s'appelait Zellers. Il avait fabriqué dans les années 1980 une sorte de peluche à son effigie. J'adorais cet ourson prénommé Zeddy. Il y avait un ourson brun pâle et sa main était brun foncé et son nom y était gravé. Je m'en souviens comme si c'était hier. Dès que je l'ai reçu pour mes 7 ans, je me suis attaché immédiatement à cette petite boule de poil. Il me suivait partout, même à la salle de bain. Un jour, j'ai eu la merveilleuse idée de lui montrer comment aller aux toilettes. Comme de fait, je l'avais assis sur celle-ci sans m'imaginer que mon petit copain allait y tomber. Ce qui devait arriver arriva. Le derrière de mon Zeddy tomba directement dans l'eau de la cuvette. Quel désarroi! Je me souviens de la honte ressentie quand j'ai été chercher ma mère pour qu'elle le sorte de cette pénible situation. Pauvre peluche, il a dû subir les secousses de la laveuse et les tourbillons de la sécheuse. Je me sentais tellement coupable de lui faire vivre ça. J'étais resté à ses côtés durant ces 2 longues heures et ces pénibles épreuves. Enfin, quand il est ressorti de cette impasse, il avait un peu changé. Son pelage était devenu un peu grisonnant. Mais bon, dans mon esprit de petite fille, la raison de ce pâlissement était bien simple. Ce n'était qu'un bon coup de vieux, un bon dodo aurait tout arrangé. Ma sœur, Angélique, qui était plus vieille que moi, avait bien ri de la situation. Mais elle ne se doutait pas que cette anecdote lui servirait dans un avenir proche. Ma sœur s'était inscrite à un concours. Elle devait inventer une histoire et la raconter devant une centaine de personnes afin d'y être jugée et notée pour l'improvisation et sa prestation. On appelait ça le concours oratoire. N'ayant toujours pas trouvé le sujet de son récit, je lui ai suggéré de raconter la mésaventure de mon Zeddy. Croyez-le ou non, elle m'a écouté. Puis en racontant cette péripétie lors de cet événement, elle s'est méritée la 2e place. Il faut croire que rien n'arrive pour rien. J'ai présentement mon Zeddy avec moi. Puis dans les années qui ont suivi, ils ont décidé de faire une autre sorte de Zeddy, plus hiver, tous les 2, dans mon grenier, dans le fameux bureau Claude-Henri Grignon, dans les bibliothèques vitrées, justement. Fait que je suis bien contente de les avoir. Pris ça sur eBay, je pensais même pas que ça existait encore.
Mon propre mien, je crois qu'il n'existe plus, tellement je l'ai traîné partout. Et je crois que même que ma mère s'en est débarrassée dès que j'ai quitté la maison, tellement il était rendu dégueulasse. Alors je la comprends, moi aussi je l'aurais sûrement acheté. Mais les 2 édits que j'ai avec moi pour ma collection d'antiquités sont vraiment à l'état parfait. Pour terminer mon émission, je tiens vraiment à remercier tous les spectateurs, tous ceux qui m'encouragent en me donnant des likes, en mettant des bons commentaires. Ça m'encourage vraiment à continuer mes émissions. Alors, je vous laisse sur l'invitation de rejoindre mon réseau et de mettre la notification afin d'être au courant de mes prochaines émissions et de mettre un j'aime afin de m'aider à continuer à faire ce genre de podcast et aussi aider l'algorithme YouTube à me conseiller. Alors, comme on dirait dans le temps, à la voyure et que Dieu vous bénisse. Pour tous ceux et celles qui veulent m'encourager à produire d'autres émissions et qui veulent m'aider concrètement à collaborer dans la restauration de ma vieille maison, j'ai ouvert un site Tipeee, T-I-P-E-E-E, qui recueille les dons de divers montants. En échange de votre don, je m'engage à graver votre nom sur une pierre des fondations et je vous enverrai une photo par courriel si vous me donnez celle-ci. L'adresse pour avoir cette chance est le https://fr.tipeee.com/Caroline-Perron. Vous écrivez cette adresse tout au haut et vous devriez tomber directement sur ma page Tipeee. Je vous remercie beaucoup de votre attention et j'espère que je vous désennuie un peu. À la voyure!